Les amis, aujourd'hui, je vais noter des pratiques, des habitudes, des concepts liés à la récupération. Et je vais les noter de 0 à 10, 0 étant la pire chose à faire, quelque chose d'inutile. Et 10, c'est la meilleure note. C'est probablement une habitude que vous devriez intégrer à votre routine récupération. Je ne connais pas les sujets qui vont être abordés. Je sais qu'il y en a pas mal de prévus et que vous allez probablement apprendre pas mal de choses. S'entraîner tous les jours. 8 sur 10. Je suis même tenté de mettre 10 sur 10 parce que je m'entraîne tous les jours, même 2 fois par jour, en fonction des objectifs et des programmes d'entraînement que je suis. Il n'y a aucun problème à s'entraîner avec une grosse fréquence d'entraînement. Ça n'a pas trop d'impact sur la récupération, à condition que le programme de musculation, le programme sportif plutôt, soit bien constitué. Donc ils prennent en compte la fréquence d'entraînement et que vous ne fassiez pas des séances de 2 heures à 100% d'intensité 7 jours sur 7. Donc je suis même tenté de mettre 10 en fait, parce que s'entraîner tous les jours, je pense qu'il faut une pratique sportive presque quotidienne, ne serait-ce que pour la santé et pour la progression. Il y a quand même quelque chose de certain, c'est que la fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement, ça reste un vecteur de progression qui est certain et prouvé. Donc, allez, je mets quand même 8 sur 10. Je vais pas m'enflammer, je mets 8 sur 10. Dormir au moins 8 heures par nuit. 10 sur 10. 11 sur 10, c'est possible, ça s'arrête à 10 sur 10 ou pas 10 sur 10. Après, je vais mettre quand même 9 sur 10 en fait. Le mec, il sait pas ce qu'il veut, la girouette. Mais il y a probablement des gens qui peuvent s'en sortir avec moins de 8 heures de sommeil par nuit. Mais je pense que c'est pas tout le monde, c'est une petite partie de la population. Je pense que 8 heures de sommeil, c'est presque le minimum. Et je serais même tenté de dire que certains profils qui s'entraînent très souvent, qui s'entraînent beaucoup, ont même probablement besoin de plus de 8 heures. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des sportifs de haut niveau, genre Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, LeBron James, qui parlent de 9-10 heures de sommeil par jour, donc 8 heures dans la nuit, plus plusieurs siestes, parce qu'ils ont une routine sportive qui est tellement intensive qu'ils ne peuvent pas s'en sortir avec moins de sommeil que ça. Après, là, on parle des top performeurs, des sportifs de haut niveau qui ne vivent que ça. Pour vous, je pense que 8 heures par nuit, ça suffit largement. Faire une semaine de déload tous les 3 mois. 5 sur 10. Pourquoi 5 pas plus? Parce que c'est tous les 3 mois qui me fait tiquer. Il n'y a pas vraiment de période clé pour faire un deload. Un deload, il peut se faire au bout de 6 mois, il peut se faire au bout de 4 mois, il peut se faire au bout de 8 semaines si jamais on en a besoin. Si jamais on est passé par une phase, par exemple, d'overreaching hyper intense, hyper difficile, il n'est pas impossible qu'on ait besoin d'une semaine de deload ou de quelques jours de deload un petit peu plus tôt. Donc, si je ne mets pas une note plus élevée, c'est surtout à cause du 3 mois qui me fait un petit peu tiquer. Le deload, ça reste une phase d'entraînement très intéressante à utiliser de façon modérée. C'est clairement pas non plus indispensable. Vous n'allez pas mourir si vous ne faites pas une semaine de deload, mais probablement que si vous vous entraînez assez dur et assez souvent, il y a un moment où vous n'aurez plus le choix. Vous aurez besoin de quelques jours avec une intensité, une fréquence et un volume d'entraînement un petit peu plus bas. D'ailleurs, des semaines de deload, il m'arrive d'en mettre dans mes programmes de musculation comme Superset, BBS ou VRT qui sont disponibles dans ma boutique en ligne fitmass.fr. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour choisir un des programmes en fonction de votre objectif, perte de gras, prise de muscle, développement des fessiers et du bas du corps. Il y en a pour tout le monde, que vous soyez un homme, une femme, débutant ou expérimenté, que vous vous entraîniez 4 fois, 5 fois, 6 jours sur 7. Il y a même des programmes pour les purs débutants ou des programmes pour ceux qui n'ont pas le temps, avec des séances qui durent maximum 35 minutes. Sur Fitmass, on fait aussi des accompagnements personnalisés sur plusieurs mois. Vous avez toutes les infos en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc allez faire un tour sur la boutique en ligne Fitmass pour trouver votre bonheur. Se faire masser régulièrement. Dure celle-là. 6 sur 10. 6 sur 10. T'as fait la grimace, tu pensais que j'allais mettre plus? Bah ouais. Ou moins? D'où on met 6 sur 10 pour faire le même, pour se faire masser. 6 sur 10, hein. Je me suis jamais fait masser de toute ma vie, j'ai fait 19 ans de muscu, je m'en sors très bien. Donc je pense que c'est un peu, c'est pas un luxe, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant au même titre que d'autres méthodes de récup. Je sais pas moi, la cryothérapie, les bains froids, les saunas, etc. C'est clairement pas indispensable, mais c'est clairement intéressant. Donc 6 sur 10, ça reste une bonne note, hein. C'est assez bien. Moi je pense que j'ai pas été trop sévère sur ça. Du coup, sauna et cryothérapie? Pareil, hein. Ça serait... Non, le sauna, je le mets au-dessus. Le sauna, je mets 8 sur 10. Parce que le sauna, on a beaucoup de littérature scientifique qui nous laisse penser que ça peut être un atout non seulement pour la récup, mais aussi pour la longévité, pour vivre plus longtemps, en meilleure santé, etc. Et ça, c'est quand même un bon plan. Par contre, cryothérapie, bain froid, massage, etc., ça reste à discuter. Même si, personnellement, ayant pratiqué bain froid et cryothérapie, sur le moment, ça fait beaucoup de bien. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Mais de là à l'intégrer à une routine de récupération, autant pour le sauna, je serais complètement chaud à faire plusieurs saunas par semaine, parce que c'est vraiment bon pour la santé et la récup.
autant cryo, bain froid et massage, peut-être avec une fréquence un petit peu moins importante. Mais je reste persuadé que c'est quand même bon. Traquer son sommeil avec une montre connectée. Alors ça, si on m'avait posé la question il y a quelques années, j'aurais mis 10 sur 10. Mais c'est un peu comme les calories. Traquer ses calories, c'est bien, en fonction de l'objectif et de la période. Est-ce que c'est indispensable? Sûrement pas. Donc je mettrais quand même 7 sur 10. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quand même intéressant de le faire sur une petite période, enfin sur une période tout court, pas forcément petite, juste pour essayer d'automatiser ce que ça fait d'avoir un bon sommeil, ce que ça fait d'avoir un bon score de sommeil, ce que ça fait d'avoir des bons cycles de sommeil, de ne pas trop se réveiller dans la nuit. Mais une fois qu'on l'a intégré, une fois qu'on l'a conscientisé entre guillemets, on n'a plus forcément besoin de ces appareils-là. Moi perso, j'ai utilisé un tracker de sommeil pendant 2-3 ans. Maintenant, je sais exactement, sans utiliser le tracker, que je n'utilise plus d'ailleurs, si j'ai passé une bonne nuit, si je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, si je me suis couché trop tard, si je mangeais quelque chose de trop lourd qui va perturber un petit peu ma digestion, j'ai plus besoin du tracker. Ceci dit, j'en ai eu besoin pour être capable d'avoir ce recul-là nécessaire aujourd'hui. Et c'est comme les calories, si vous n'avez jamais compté vos calories, c'est difficile de faire une estimation précise de ce que vous mangez. Et si vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez vous en éloigner petit à petit. Donc, j'ai mis combien? 7 sur 10? 7 sur 10. Prendre de la mélatonine pour mieux dormir. 4 sur 10. 4 sur 10, c'est pas la moyenne, je sais. Ça reste quelque chose d'intéressant en fonction des cas de figure et en fonction des individus. Je serai toujours partisan des méthodes naturelles, entre guillemets, même si prendre de la mélatonine, c'est anodin. Ça se vend en pharmacie, ça reste quelque chose de naturel. Force est de constater que beaucoup de personnes ne prennent pas le sommeil au sérieux et ont beaucoup de choses à améliorer avant de s'en remettre à de la mélatonine. Arrêter les écrans quelques heures avant de dormir, ne pas faire de repas trop lourds et faire des repas assez tôt dans la soirée pour éviter que la digestion perturbe l'endormissement, dormir dans une chambre qui n'est pas trop chaude, dormir dans une chambre obscure, dormir dans le silence. Tout ça, c'est des petits ajustements qui peuvent être faits avant de prendre de la mélatonine. Le problème avec la mélatonine, c'est que c'est un réflexe facile. On va acheter un pot de mélatonine à la pharmacie, on prend son cacheton de mélatonine et on se dit bon bah ça va améliorer le sommeil. Sauf qu'améliorer les autres habitudes, c'est probablement plus efficace, plus intéressant, mais ça demande potentiellement plus de sacrifices et plus de travail. Donc, je mets quand même 4 sur 10 parce que ça reste intéressant en fonction de certaines personnes, mais c'est clairement pas indispensable. Prendre les douches froides. 5 sur 10. Moi j'adore, mais certains détestent. Et ils sont pas morts. Ils n'ont pas eu plus de mal que ça à mieux récupérer. Moi personnellement, c'est un peu une souffrance nécessaire parce que je me sens bien après. Ça, bizarrement, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à me relaxer. Mais je sais que c'est très personnel et que la littérature scientifique ne va pas vendre la douche froide comme le remède miracle à la récupération. Donc, testez, faites-en si jamais ça vous plaît. Mais je reste à 5 sur 10 à la moyenne parce que je suis un peu neutre sur ça. Voilà, je suis neutre. Les étirements. Les étirements pour la récupération 6. Vas-y, je mets 6, un peu au-dessus de la moyenne. Parce qu'effectivement, les étirements, ça peut être très intéressant dans une routine de récup. Non seulement pour avoir des périodes de calme, pouvoir faire descendre son rythme cardiaque, passer un système nerveux parasympathique, améliorer l'endormissement potentiellement, améliorer la digestion. Donc ça peut être cool de faire une séance de stretching avant d'aller dormir, par exemple. Ça peut agir comme de la méditation ou comme un peu de lecture et éviter de se retrouver devant les écrans avant d'aller se coucher. Donc dans cette logique-là, je pense que ça peut être intéressant. C'est pour ça que je mets 6 sur 10. Après, est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut pas avoir les mêmes effets avec d'autres choses pour la récupération? Je pense que oui. Après, attention, les étirements pour gagner en souplesse, bah là c'est 10 sur 10, c'est indispensable. Mais pour la récupération, je suis un peu plus mesuré et j'en reste à 6 sur 10, ce qui est quand même une bonne note. On a fait le tour de la récupération, mais j'ai abordé plein d'autres sujets sur cette chaîne Fitmass. Il y a une autre vidéo qui s'affiche juste ici. Je vous encourage à aller la voir, je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses.